Bienvenue à toutes et à tous. Donc, pour cette table ronde qui va être consacrée à la prévention en santé, avec une question assez cruciale. Les clés d'une prévention efficace existent-elles? Donc, faut-il recourir à l'éducation, à l'infantilisation, parfois à la responsabilisation? Est-ce qu'il faut des campagnes choc? Est-ce qu'il faut des incitations financières ou à l'inverse des pénalités? Ce sont à toutes ces questions que vont répondre nos invités, alors que sont encore trop rares les campagnes qui ont démontré leur efficacité. Et donc pour évoquer tous ces sujets, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Charlotte Garret, Marie-Ève Laporte, Christian Pradier, et l'échange donc sera animé par Nicolas Bastuc, rédacteur en chef Société au Point. Nicolas, c'est à vous. Merci. On vous applaudit absolument. Très heureux d'être à Nice, comme tous les ans, pour Neuroplanète. Alors, la prévention a plusieurs vertus. La plus évidente est de préserver la santé, d'améliorer l'espérance de vie, les conditions de vie aussi. Une bonne prévention permet aussi de désengorger le système de soins, qui en a bien besoin, et c'est aussi un levier puissant d'économie, et Dieu sait si nous cherchons à en faire en ce moment. Et pour autant, la France n'est pas vraiment à la pointe en la matière, globalement médiocre, a tranché la Cour des comptes dans un récent rapport. 4% seulement des dépenses de santé vont à la prévention. Et d'ailleurs, anecdote, mais symptomatique, le ministre de la Santé a perdu sa qualité de ministre de la Santé et de la Prévention, comme ses prédécesseurs. On verra si ça dit quelque chose. Alors, premier tour de table, j'ai envie de vous poser la question ex abrupto. Sommes-nous si médiocres que ça? Alors, pour commencer, le docteur Garret, Charlotte Garret, qui est médecin et patho-gastro-entérologue. Vous avez pratiqué 10 ans votre spécialité au CHU de Nantes, et depuis un an, vous dirigez le lab innovation de la plateforme médicale Santé Claire, 10 millions de bénéficiaires. Santé Claire qui a créé, il y a un an, un service dédié à la prévention. Alors, docteur Garret, est-ce que nous sommes si médiocres que ça? Alors c'est une très bonne question et qui n'est pas si évidente. Alors effectivement, la prévention en France, on peut faire beaucoup mieux. On a une très grande marge de progrès et il va falloir investir beaucoup plus et structurer la prévention. Je voulais juste modérer ce propos. On entend souvent effectivement que la prévention en France, on est nul. Quand même, si on met ça en perspective avec les indicateurs de santé et qu'on se compare aux autres pays de l'OCDE, eh bien, on fait partie des pays qui ont la meilleure espérance de vie, mais aussi la meilleure espérance de vie en bonne santé, qui est de 12 ans à partir de 65 ans et pour les femmes et de 10 ans pour les hommes. On est dans le top 3 ou 4 des pays de l'OCDE. Donc, la prévention, on peut faire beaucoup mieux. Il y a un grand champ à investiguer. Cependant, quand on compare l'état de santé aujourd'hui des Français par rapport aux autres pays de l'OCDE, on n'est clairement pas les plus mauvais élèves. Les bons élèves sont la Norvège, la Suède et certains pays nordiques qui ont investi la prévention bien avant nous. Alors, pour ce premier tour de table, bonjour Marie-Ève Laporte. Vous êtes spécialiste des études des comportements en santé. Vous êtes professeur à Paris-Saclay, l'université, titulaire de la chaire Management, Innovation et Santé du Futur. Spécialiste entre autres du nudge, on va en parler dans un instant car c'est passionnant. Mais d'abord sur ce diagnostic concernant la médecine préventive. Est-ce que nous sommes un peu à la traîne ou est-ce que nous sommes médiocres ou finalement pas si mauvais comme semble l'indiquer le docteur Garret? Vous en pensez quoi? Alors c'est amusant parce que justement j'en parlais hier avec un collègue qui est à Tahiti, qui est professeur là-bas, et qui me disait qu'avant d'y aller, il pensait qu'on était très mauvais en France et qui s'aperçoit qu'en fait on a quand même des politiques de prévention qui sont en place et qui sont très sans doute insuffisantes. Mais effectivement, enfin je rejoins Charlotte sur le fait que on n'est pas les plus mauvais élèves, mais il y a beaucoup à faire et une des grosses difficultés c'est comment rendre ça attractif, parce que c'est plus facile financièrement parlant d'évaluer le fait de guérir plutôt que d'évaluer le fait de prévenir. Alors à mes côtés également le professeur Christian Pradier, professeur de santé publique à l'université Côte d'Azur, praticien hospitalier au CHU de Nice, au département de santé publique. Vous défendez, on le verra tout à l'heure, une vision très globale de la prévention et de la santé publique. Mais d'abord, votre diagnostic, professeur, sur la pratique de la prévention médicale en France. Médiocre, pas si mauvais que cela?
Non, je dirais que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, sur le fait qu'on a un système de santé qui investit massivement sur le curatif, ce qui est une très bonne chose. Hein. On est très bien soigné, avec des médecins d'excellente qualité, des hôpitaux qui fonctionnent quand même encore très bien, mais que par contre, la prévention, c'est quand même le parent pauvre au niveau des moyens qu'on peut y mettre. 4% de 4%, budget. C'est ça. Et donc, j'ai vraiment envie de dire qu'il est temps de réaliser le virage du préventif, c'est-à-dire de se donner un peu plus de moyens, un peu plus d'argent là pour développer plus la prévention, parce que c'est quand même le secteur, et ça je pense que tout le monde est d'accord aussi, sur le secteur dans lequel on a encore les meilleures marges de progression. Si on parle par exemple de désengorgement des services de santé, c'est certainement dans la prévention qu'on a le plus de possibilités, plus de marge de manœuvre pour essayer d'influer cette question-là. Certaines études disent que l'on pourrait économiser entre 5 et 17 milliards, alors la fourchette est assez large, par an, si on avait une politique de prévention un petit peu plus pugnace, un petit peu plus tonique. Oui. Ce chiffre, vous y retrouvez ? Oui, tout à fait. Quel que soit le problème qu'on peut évoquer, quel que soit l'exemple. Si on prend l'obésité, par exemple, il faut savoir que ça touche pratiquement un Français sur deux, mais enfin au moins le surpoids, avec toutes les conséquences négatives qu'il y a derrière, donc notamment le diabète et les complications cardiovasculaires. Donc vous imaginez effectivement que si on arrive à infléchir ces courbes-là, ces tendances-là, on a des gains sur le plan économique qui vont être énormes, sans parler évidemment des gains de santé pour les populations, des gains aussi en espérance de vie en bonne santé. Docteur Garret, on est un petit peu à la traîne. Est-ce que la prévention, c'est quand même une politique de moyen et de long terme ? Est-ce que ces difficultés que nous avons à investir plus massivement dans ce domaine ne révèlent-elles pas une difficulté plus générale de notre société à avoir une vision à long terme ? On est en permanence dans le court-termisme, dans la recherche d'économies, de résultats immédiats. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi sur notre société ? Si, tout à fait. C'est vrai que, comme le disait Marie-Ève tout à l'heure, d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile d'évaluer et de mesurer l'efficacité d'une politique de prévention qui va mettre du temps. Et c'est un élément important. On ne fait pas de la prévention en un jour ni en une heure. Hein. Si on vous faisait là une conférence pour vous expliquer qu'il faut arrêter de fumer, je ne suis pas sûre qu'on convaincrait beaucoup de fumeurs d'arrêter suite à cette conférence d'une heure. Donc la prévention, ça s'inscrit dans la durée, dans la récurrence et dans une approche très systémique. Il faut axer la communication, mais pas que. Hein. On sait qu'on a beau savoir, c'est pas pour autant qu'on fait. Hein. L'exemple des fumeurs est très parlant. Oui. Et donc, il faut effectivement une politique sur le long terme et voir dans 10 ans, dans 20 ans. Et d'ailleurs, c'est là que les défis vont se poser pour nous, hein, avec la démographie, la population vieillissante, l'explosion des maladies chroniques qui nous attend dans les 10 ans à venir. Il va falloir agir et s'inscrire dans la durée. Ce que je voulais dire, hein, professeur Pradier aussi, c'est que effectivement les résultats ne sont pas immédiats et que donc peut-être les pouvoirs publics ont tendance à vouloir investir dans des domaines où on aura des résultats plus rapides, tandis que là c'est un pari à long terme, la prévention. Oui, c'est un pari à long terme, c'est des résultats qui ne sont pas immédiats, comme vous le dites. On agit pour les générations futures. Oui, parce qu'il faut modifier des comportements, on le verra peut-être aussi tout à l'heure, il faut modifier des environnements de vie, et tout ça, ça prend du temps. Puis après, il faut mesurer l'impact de ces programmes en termes d'incidence de maladies. Et vous savez, les maladies, elles n'arrivent pas non plus elles n'arrivent pas instantanément. Donc, il y a des maladies à incubation longue, et donc ça peut prendre du temps, oui, pour en mesurer les effets. Alors, le docteur Garret a commencé à le dire, Marie-Ève Laporte, il ne suffit pas de dire c'est dangereux, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, pour que ça marche, hein, malheureusement. Une bonne politique de prévention, c'est autrement plus compliqué. Oui, c'est très compliqué parce qu'on parle de changer des comportements. En fait, il n'y a rien de plus difficile. Surtout qu'une bonne partie de nos comportements sont inconscients, automatiques, routiniers et ne procèdent pas d'une rationalité pure. Rationalité où on soupèse le pour et le contre. Alors, on n'est pas si mauvais que cela dans certains domaines, d'après les études. Hein. Pour la vaccination, par exemple, notamment contre le papillomavirus, pour l'alimentation avec le Nutri-Score, on a plutôt de bons résultats. En revanche, nous sommes vraiment à la traîne sur les addictions, le tabac, l'alcool,
peut-être la prise excessive ou inadaptée d'anxiolytiques. On pourrait mieux faire aussi pour la prévention des cancers. Donc, docteur Garet, c'est ce que vous sembliez dire. On n'est pas mauvais sur tout. Dans certains domaines, on est plutôt exemplaire et dans d'autres, effectivement, très en retard. Hein. Vous confirmez ces études ? Oui, et là aussi, les indicateurs de l'OCDE sont intéressants. Hein. Pour ce qui est du tabac, du vapotage, les Français, on n'est pas des bons élèves. L'alcool non plus. Hein. L'alcool non plus. Ça oui. ne fait pas partie des indicateurs de l'OCDE, malheureusement. Oui. Mais effectivement, on n'est pas bon non plus sur le domaine de l'alcool. Et d'ailleurs, on peut voir que ça reste un sujet très compliqué. Les campagnes de santé publique sur l'alcool restent mesurées. Hein, on a entendu 2 verres par jour, c'est OK, mais pas tous les jours. C'est quand même un message un petit peu ambivalent. Le Dry January qui est un peu controversé, les pouvoirs publics qui refusent de cautionner de soutenir cette démarche. C'est ça. Et sur le dépistage des cancers, on a de gros progrès à faire. Hein. Ça a été dit hier, il y a quand même 40% des cancers aujourd'hui qui sont évitables. Et il y a une bonne partie de la mortalité des cancers qui est évitable quand on prend très tôt le cancer. Pour ce qui est du dépistage de la mammographie organisé et proposé à toutes les femmes, on est à 50%, un peu moins d'ailleurs. Hein. On est à plutôt 47% des femmes qui se font dépister par la mammographie. Et donc, comment on arrive à augmenter cette proportion-là ? Et là, je pense que l'innovation, l'intelligence artificielle et la prévention personnalisée devraient nous permettre de progresser aussi sur ces champs-là. Alors, on va traiter des remèdes, hein, effectivement, ou des pistes ou des solutions pour une meilleure prévention plus efficace. Juste, docteur Pradier, sur nos points forts, nos points faibles, vous partagez ce constat, plutôt pas mal pour la prévention de certains cancers, pour l'alimentation, pas bon sur les addictions. Est-ce que... Moi, je sortirais de ce jugement qui est dit, bon, c'est pas terrible, c'est quand même pas si mal. Pour dire, il faut carrément qu'on change de logiciel, quoi. Il faut qu'on change de braquet, voilà. Il faut qu'on monte au niveau au-dessus. Alors, prévention. Il faut mettre plus de moyens, plus professionnaliser, faire plus attention, quoi. On dit aussi, par exemple, qu'il faudrait mettre autant de sérieux dans la prévention qu'on en met sur les soins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vous donne un traitement, quand un médecin vous prescrit un traitement, le traitement qu'il va vous prescrire, il a été testé par des essais scientifiques, des études randomisées. Il y a toute une réglementation derrière pour la mise sur le marché. Et ensuite, le médecin est guidé aussi par des recommandations, ce qu'on appelle les guidelines. C'est aussi ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Vous voyez, donc c'est très encadré, c'est très rigoureux, c'est très scientifique. Maintenant, si on passe dans la prévention, on n'a pas ça du tout. N'importe qui va dire, tiens, j'ai une idée, je vais faire une action comme ça. Là, je vais faire une conférence. Là, je vais faire une journée, un mois. Voilà, Octobre Rose, par exemple. Mais il n'y a pas de base scientifique derrière. Alors, Octobre Rose, ça ne marche pas tellement. Hein. Il y a beaucoup de jeunes femmes ou de femmes qui courent, mais elles ne vont pas pour autant se faire dépister. C'est pas... Voilà, je crois qu'on est obligé de le constater. C'est-à-dire que vous l'avez très bien dit, on est à moins de 50% de taux de participation dans le dépistage du cancer du sein, malgré des années et des années de campagne de type Octobre Rose. Alors, pourquoi ça ne marche pas et que faudrait-il faire, du coup ? Alors, ça ne marche pas parce que l'information seule ne suffit pas. C'est ce que vous me disiez. Hein. La prévention, c'est pas seulement de la com. Voilà, c'est pas ça. Et le meilleur exemple que je puisse donner, ce sont les médecins. Les médecins qui constatent, et on pourrait dire les soignants même en général, qui constatent tous les jours dans leur travail les dégâts qui sont faits par le tabac, par exemple. Hein. Tous les jours, ils ont des malades qui sont là parce qu'ils ont fumé, parce qu'ils ont des complications liées au tabac. Et bien pourtant, ils fument comme les autres. Alors Marie-Ève Laporte, c'est tout à fait passionnant. Vous êtes spécialiste du comportement, des comportements vis-à-vis de la santé. Pourquoi est-ce que les médecins qui connaissent parfaitement les méfaits du tabac continuent à fumer ? Ça, c'est fascinant, et inquiétant. Parce que l'information ne suffit pas, effectivement, et parce que, en général, quand ils prennent une cigarette, ils réfléchissent pas en termes de ce que ça va causer à long terme. Ils le font de façon automatique. Et comment rompre un automatisme, ça c'est très complexe. Et en fait, il faut jouer sur les comportements et pas juste sur l'éducation. C'est un mélange des deux en fait qu'il faut. Alors, l'un des leviers d'une bonne politique de prévention, ce sont les consultations de prévention à différents âges clés de la vie. Docteur Garet, quels sont ces âges clés, ces moments de l'existence où il convient de prendre un petit peu soin de soi, de faire un check-up, comme disent les Anglais, et de faire de la prévention ? Alors, justement,
mettre des jalons à 4 ans, à 15 ans, à 40 ans pour faire de la prévention, ça n'a pas tellement de sens, puisqu'on parle de comportement, d'habitude de vie, et donc ça s'inscrit dans la durée, dans la continuité. Et donc avoir des checkpoints comme ça à certains âges de la vie, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant, puisqu'il faut derrière qu'entre ces checkpoints, il y ait tout ce qu'on a dit sur les comportements qui puissent être modifiés et qu'on puisse accompagner ça. Donc ces rendez-vous prévention sont une première pierre posée par le gouvernement là, pour commencer à structurer ça, mais on voit que ça a encore du mal à se structurer. Aujourd'hui, ces rendez-vous-là sont pas encore bien calés sur qu'est-ce qu'on va y faire, pourquoi, et comme le disait le professeur Pradier, comment on va mesurer l'efficacité. C'est hyper important, je pense, d'avoir une mesure en fait avant, après. C'est la preuve par la science, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi mettre en place le système, de voir quelle va être l'efficacité, quels sont les critères qui vont nous permettre d'évaluer l'efficacité de ces rendez-vous prévention. Donc il faut les faire, c'est très bien, mais il ne va pas falloir se cantonner à ça, et donc il va falloir voir comment on accompagne. Et comme le disait le professeur Pradier, c'est très systémique, c'est-à-dire que la prévention, ça commence à l'école, avec nos enfants. L'alimentation dans les cantines, qu'est-ce qu'ils ont au goûter. Quand on voit que les goûters, c'est souvent des gâteaux industriels, et quand les anniversaires des gamins à l'école sont fêtés avec plein de bonbons, ça pose des questions, puisque déjà, là, on est dans des... Halloween. Alors, professeur Pradier, sur ces opérations bilan prévention, qu'on a, je crois, testées dans les Hauts-de-France, et que l'on essaye d'étendre, ça patine un peu, ça fonctionne pas trop, on a du mal à s'y mettre. Mais sur ces âges clés, est-ce qu'il y a des âges quand même, des périodes de la vie où il faut être particulièrement attentif ? Oui, certainement. Et puis peut-être que là on parle de prévention primaire, mais peut-être que ces consultations à différents moments de la vie, il pourrait être vraiment intéressant, peut-être dans ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire que le dépistage. Donc je suis jeune, j'ai eu plusieurs partenaires, donc on sait qu'on est exposé à des maladies sexuellement transmissibles. Donc, un rendez-vous de prévention permettrait de vérifier qu'il n'y a pas de... J'ai pas été contaminé, vous voyez, par un virus qui se transmet sexuellement. C'est important pour ensuite le traiter. Quand j'avance un peu plus en âge, je vais peut-être rentrer à une période où je commence à avoir des risques de cancer du sein, cancer du côlon. Et là, donc, c'est le moment aussi de proposer ce qu'on appelle le check-up. Donc je vérifie que tous les clignotants sont au vert, un peu comme quand on amène sa voiture à la révision. Donc on pourrait avoir ces points plus réguliers, et je rejoins mes collègues en disant que c'est important que ça soit enseigné dès l'enfance, que du coup les enfants soient éduqués à ces notions-là de oui, il est bon qu'à un moment donné je fasse quand même un bilan pour voir si tout va bien. Ok, tout va bien, je sais que tout va bien. Mais si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on va le prendre très très tôt, c'est l'intérêt du dépistage, et du coup on va pouvoir le traiter et le guérir. C'est quand même intéressant. Oui, mais pour ça il faudrait que notre cerveau fonctionne de manière rationnelle, et Maria vient de nous dire que malheureusement on utilise 5% de raison et 95% d'autres choses. Alors justement, la peur, est-ce que ça n'est pas le meilleur ennemi de la prévention ? Se dire, je ne veux pas savoir, et finalement dans le doute, je ne suis pas tranquille, mais en même temps, le diagnostic n'est pas tombé et je suis quand même tranquille. C'est-à-dire cette extraordinaire ambivalence de l'esprit humain. Est-ce que ça n'est pas ça le fond du problème, ou en tout cas un des principaux obstacles à une prévention efficace et raisonnée ? Ça, c'est un vrai obstacle. Il y a beaucoup de modèles en santé publique pour prédire des comportements qui s'appuient sur le fait de dire, faut qu'il y ait une perception de risque. En face, le fait de dire que la solution, elle va être efficace, et donc les gens vont adopter le comportement. Sauf qu'il y a d'autres modèles qui ont ajouté justement la peur, en disant qu'il peut y avoir un effet complètement inverse. Et la peur, quand la peur prend le dessus, en fait, on cherche à gérer cette émotion, et donc on va rentrer dans des mécanismes de déni, de réactance, et justement, on ne veut pas en entendre parler. Donc on va faire le contraire de ce qui est attendu. Vous êtes d'accord, docteur Garet ? Comment on combat cette prévention, cette peur, cette prévention de la prévention, si j'ose dire ? Alors, si j'avais la solution, ce serait super. Oui. Une solution simple, facile, évidemment, je ne l'ai pas.
Mais oui, il y a cette ambivalence qui fait que tant qu'on n'a pas vu un médecin et qu'on n'a pas eu de diagnostic de maladie, eh bien finalement on n'est pas malade. Et donc on est un peu sur le même modèle quand on voit les comportements à risque, hein, c'est-à-dire que on peut fumer, être sédentaire, avoir une mauvaise alimentation, mais bon, tant que j'ai pas de maladie, finalement, je continue mon mode de vie. Donc les leviers, on en a parlé, c'est cette approche systémique, c'est commencer dès le plus jeune âge, puisque on voit bien que pour les enfants, quand on adopte déjà des comportements, on peut les garder après toute sa vie, hein, prendre l'habitude quand on est petite de manger des fruits et légumes parce qu'on a compris que c'était important. L'activité physique, hein, remettre l'activité physique aussi au centre de l'éducation et dans les écoles. Pour moi, ça fait partie des leviers les plus importants aujourd'hui. Sur la peur, professeur Pradier, comment est-ce qu'on la vainc ? Alors, sur la peur, moi, ce qu'on m'avait expliqué, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'en fait, le cerveau humain, et ça c'est depuis l'aube de l'humanité, il cherche les menaces, parce que nous, on est construit pour survivre, en fait. Hein, donc, on screen en permanence les menaces. Et donc, si on en détecte une, le cerveau, il fait le focus dessus, et il met tout ce qu'il faut pour qu'on puisse échapper à la menace. Donc, c'était plutôt la fuite à ce moment-là. Quand ça se passe comme ça ferme en quelque sorte toutes les écoutilles. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez à la personne, elle est focalisée sur la menace et il faut qu'elle échappe à la menace. Donc, si on reprend l'exemple des vaccins, par exemple, il y a des personnes qui ont très peur des vaccins. Alors, c'est justifié ou pas justifié, hein, c'est pas ça la question. Elles ont simplement très peur des vaccins. Et si on leur dit, vous allez tous vacciner, donc elle perçoit une menace parce qu'elle pense que c'est très dangereux pour elle, peut-être à tort, hein, et du coup, elle va fuir. Donc tout ce que vous allez faire pour essayer de renforcer le message en accentuant encore la peur, ça va faire que renforcer cette fuite et donc une tentative pour se dégager de l'attitude, voilà, du comportement qu'on souhaiterait avoir. Ça, on l'a bien vu dans le Covid, par exemple. Il y a des gens qui ont quitté leur travail, qui ont accepté de plus aller au restaurant, etc. parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Et ils ont tenu bon là, jusqu'à ce que les choses puissent être levées. Mais ça pouvait leur coûter cher en quelque sorte, mais pour eux, c'était une menace. Encore une fois, peut-être que ce n'est pas justifié, hein, mais c'était comme ça qu'ils le percevaient. Donc la peur, c'est pas un bon médium, si vous voulez, pour essayer de faire changer les comportements. Je pense que c'est plutôt de donner une information objective, pas trop technique, parce que les médecins, eux, ont tendance à donner l'information essentiellement de façon très technique, et de tenir et prendre en compte le fait que la population, elle ne raisonne pas sur la technique, elle raisonne sur l'émotion. Voilà, donc il faut être à l'écoute et accepter que les gens, éventuellement, n'aient pas envie de suivre exactement ce qu'on leur dit, avec les explications techniques qu'on leur a données. Oui, ces explications-là, elles ne sont peut-être pas intéressantes pour elles, elles ne comprennent peut-être pas, enfin, ça ne leur parle pas. En revanche, il y a d'autres facteurs qui parlent en elles, et c'est ça qu'on doit écouter. Et essayer de toucher. Et essayer de toucher. Alors, on a commencé à esquisser un peu les leviers, les moyens possibles. La formation des soignants, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un élément tout à fait important. L'information et l'éducation dès le plus jeune âge. Alors, Marie-Ève Laporte, spécialiste du comportement de santé, face à la santé, certaines expériences, je pense aux monnaies électroniques qui récompensent les actions de prévention active. Vous y croyez, vous, à ce système de récompense que l'on donnerait aux bons élèves qui se feraient dépister, qui feraient des examens, qui auraient une bonne hygiène de vie? Ça peut marcher, ça? Si la peur ne fonctionne pas, est-ce que l'espoir d'une récompense peut fonctionner davantage? En fait, il y a des expérimentations qui ont été faites dans certains pays. Alors après, il y a sans doute des facteurs culturels qui pourraient faire que ça marcherait dans certains et pas dans d'autres. Mais aux États-Unis, il y a des expérimentations qui ont montré que ça fonctionne. Parce que les gens, en fait, quand on fait ça, ils ont un biais déjà d'optimisme où ils vont penser qu'eux, ils vont être capables de le faire. Donc ça va être facile pour eux de le faire dans leur esprit, même si c'est pas vrai. Après, il y a une aversion à la perte. Donc si on leur dit à chaque fois que vous allez contrevenir au comportement attendu et on va enlever de cette cagnotte-là, ça leur fait très mal. Parce qu'ils ne veulent pas perdre. Donc en fait, sur ces ressorts-là comportementaux, ça fonctionne en fait. Et alors on gagne quoi? On paye moins de cotisations? On a des diplômes de bons patients? Quelle est la récompense?
possible. En fait, la récompense, elle est avant tout pour la personne en elle-même qui a une meilleure prévention. En fait, c'est Oui. ça le fond. Mais dans l'incitation, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme système de récompense du côté des pouvoirs publics ou des médecins? Alors là, ça va soulever énormément de débats parce que si on part sur justement des niveaux de paiement différenciés selon si les gens sont vertueux ou pas, là, il y a des gros problèmes d'éthique potentiels. Alors là, docteur Garet, je vous vois vous indigner. Non, ce système de récompense et de modulation n'est pas du tout de votre goût. En tout cas, pas sur les cotisations pour la protection sociale. Oui. Clairement. Pour moi, ce serait une catastrophe et des dérives qui mèneraient au fait que quand on fait tout bien, on paierait rien, et puis quand on fume, on mange mal, on est sédentaire, on a des comportements à risque, et ben on paierait énormément pour notre santé. Ça crée des inégalités terribles. On en a parlé. Il y a des problèmes, des ressorts, psychologiques très complexes sur les addictions aussi. On n'est pas tous égaux dans notre environnement, les chances qu'on a à la naissance. Et donc, imaginez un système où les bons élèves paieraient moins pour les cotisations de la protection sociale que les mauvais élèves me paraît extrêmement dangereux. Et pour moi, c'est un terrain sur lequel il ne faut pas aller. Il faut garder cette mutualisation du risque. On est solidaire et donc on paye pour tout le monde et on sait tous qu'on peut avoir des fragilités à un moment donné dans la vie qui vont nous exposer à des comportements à risque. Et je ne pense pas qu'il faille être puni dans ce cas-là. Après, des incitations autres, pourquoi pas, mais il va falloir réfléchir et trouver lesquelles. Mais en tout cas, pas sur les cotisations sociales. Alors peut-être une solution possible avec un nom qui va peut-être sembler un peu sibyllin pour un certain nombre d'entre nous. Et vous êtes une spécialiste de cet objet d'étude que vous triturez dans votre laboratoire de Paris-Saclay. C'est le nudge. Le nudge qui pourrait être un outil mis au service de la prévention médicale, c'est déjà un petit peu le cas. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le nudge? Et en quoi pourrait-il nous être utile? Oui, alors un nudge en anglais, c'est un coup de coude discret pour attirer l'attention et bienveillant. Ce qu'on traduit souvent en français par coup de pouce. Et en fait, l'idée, c'est de jouer directement sur le comportement et donc d'aider finalement la personne à effectuer le choix qui lui sera le plus favorable. Parce que, en tenant compte en fait des biais qui font, par exemple, qu'on a un biais de statu quo, on n'aime pas le changement. Donc, dans ce cas-là, le choix par défaut doit être le plus favorable à la personne, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut donner d'exemples hors santé, parce que dans le domaine de la santé, on y viendra juste après, d'exemples d'application du nudge les plus connus, les plus efficaces? Alors, le plus connu, et parce qu'il fait rire, c'est la fameuse mouche dessinée dans l'urinoir, qui conduit ces messieurs à mieux viser et donc à moins salir les sanitaires. C'est une expérience qui avait été faite à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, et d'après ce qu'ils avaient dit, ça réduisait les frais de nettoyage de 80%. Ce qui n'est pas rien. Alors, le nudge a été inventé par deux chercheurs qui ont obtenu, je crois, je parle sous votre contrôle, le prix Nobel d'économie dans les années 90, Taylor et Sunstein, qui ont également mis au jour l'architecture du choix que nous ferions, des choix qui seraient surtout dictés par autre chose que la raison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le système 1 et le système 2, ça c'est Kalman. L'architecture du choix qui à la fois fonctionnerait sur des biais cognitifs et des leviers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on en vient à faire tel ou tel choix ou à ne pas les faire à contrario? Tout à fait. Donc, Richard Thaler, qui a obtenu effectivement le prix Nobel d'économie en 2017. Alors, pas Sunstein, parce que lui, il est juriste, mais effectivement, ils ont écrit ensemble ce livre qui s'appelle Nudge. Et Sunstein faisait partie de l'équipe d'Obama pour mettre en place des politiques publiques justement basées sur le nudge. Et donc, leurs travaux reposent sur en fait 70 ans de recherche académique, un peu initiée par un Français d'ailleurs, Maurice Allais, dans les années 50, mais aussi beaucoup par Kahneman et Tversky. Et donc Kahneman, il a mis en évidence les deux systèmes de pensée, système 1, système 2. Donc le système 2, je commence par celui-là, c'est le système rationnel classique, mais en fait c'est que 5% de nos décisions. Et le système 1, c'est le système qui fonctionne par raccourci cognitif, donc qui s'appuie aussi sur des biais, mais qui nous sauve la vie parfois. C'est ce qui fait que quand on va traverser une route sans y penser,
il y a une partie de nous qui réagit sur le fait qu'il y a une voiture qui arrive et instinctivement on se recule. Donc ça nous sauve la vie, mais ça nous fait aussi faire des erreurs. Donc le principe du nudge, c'est de s'appuyer sur ces biais cognitifs pour faire en sorte que les gens prennent, dans les 95% de décisions automatiques, prennent des décisions qui soient meilleures pour ces personnes. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de ces biais cognitifs que l'on rencontre et que l'on met en mouvement tous les jours? Oui. Par exemple, il y a le biais de procrastination, je pense qu'on est nombreux à connaître. La tendance à repousser à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Exactement. Il y a les biais, un biais dont on a beaucoup parlé ces derniers temps en parlant justement de tout ce qui est fake news, etc. C'est le biais de confirmation. On va avoir tendance à sélectionner les informations parmi toutes celles qui existent qui confirment ce qu'on croit. Donc on va ignorer les autres. Donc forcément, ce qu'on croit est juste et on a plein de preuves, pense-t-on. En fait, c'est un biais. Alors face à ces biais, on actionne des leviers. On peut donner quelques exemples de leviers. J'avais noté la science, par exemple, l'équité, l'émotion, la nostalgie. C'est quoi un levier? Un levier, c'est justement ce qui va contrer le frein, ce qui nous empêche de prendre une décision. Donc on va actionner le petit nudge, le petit coup de pouce qui va nous permettre de passer à l'action. Et par exemple, la science, c'est le fait de mettre quelque chose à l'esprit. Parce que, en fait, comme on a tendance à sous-estimer ce qui va se passer dans le futur ou à le remettre au lendemain, etc. Donc l'idée, c'est de mettre à l'esprit des gens, vraiment au plus près de l'effet qu'aura leur décision, de mettre devant leurs yeux ce qui est bénéfique pour eux. Alors, intéressons-nous à notre champ d'études et de réflexion, la prévention médicale. Est-ce que le nudge peut se mettre au service de la santé et en particulier de la prévention? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Alors, il y a eu une multitude d'exemples pendant toute la période Covid. Alors là, ça a été une usine à nudge. On peut en donner un, par exemple, l'application Tous Anti-Covid. Alors, il y avait une première version qui avait été plutôt un échec. Et quand elle a été relancée sur le mot Tous Anti-Covid, elle a été, comme on dit, nudgée. Par exemple, on a tous reçu un SMS qui nous incitait à télécharger cette application, mais avec un message du type 10 millions de Français ont déjà téléchargé cette application. Ben ça, c'est un nudge, parce qu'on nous donne une norme sociale. Donc, on repose là sur un biais cognitif, où on se dit, ah bah oui, les autres font comme ça, donc je vais le faire aussi. Un petit coup de coude, tu devrais le faire également. Exactement. Alors, vous parliez du Covid, on n'a pas été les derniers au point à dénoncer quand même une certaine infantilisation des citoyens pendant cette période, une infantilisation qui avait atteint un certain degré. C'est quelque chose d'un peu critiqué quand même, le nudge. On parle d'infantilisation, de manipulation, même d'une forme de paternalisme libertarien. Est-ce que vous acquiescez? Est-ce que vous comprenez ces critiques? Ou est-ce que vous les réfutez totalement? Je les comprends parfaitement et j'adhère à un certain nombre d'entre elles. Pour moi, c'est un outil parmi d'autres. Il ne faudrait surtout pas que ça devienne le seul outil. C'est un outil qui est pratique parce que, en fait, on n'a pas le temps, on n'a même pas la possibilité de sous-peser chacune de nos actions. Ça nous épuiserait, même ça finirait par nous tuer parce que ça demanderait une énergie considérable. Donc, le nudge, il nous aide. Mais s'il n'y a que ça, effectivement, ça nous abétit quelque part. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Donc il faut, pour moi, absolument le coupler à de l'information. Et à de l'éducation. Et à de l'éducation. Mais en fait, je trouve qu'un argument donné par Thaler et Sunstein, je trouve intéressant. Ils disent qu'en fait, le nudge, parce qu'il y a eu plein de critiques là-dessus, ils disaient en fait c'est une garantie d'équité. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a que certaines personnes qui vont pouvoir accéder, par exemple, à les préventions. Celles qui auront eu l'éducation. Et celles qui ne l'ont pas eu, on ne va pas les aider. Alors, Dr Pradier, le nudge, c'est un gadget, un outil de com, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux et qui peut aider. Vous en pensez quoi? Mais j'en pense exactement comme ma collègue, c'est-à-dire que c'est un outil, et si on l'emploie intelligemment et avec éthique, ça peut être extrêmement utile. On a un peu la même chose dans ce qu'on appelle le marketing social, c'est-à-dire c'est utiliser des outils du marketing, donc qui sont faits pour nous faire acheter des choses, etc., mais dans un but de santé publique. Alors évidemment, il ne faut pas manipuler les populations, mais plutôt utiliser certaines techniques pour faciliter l'accès
à de l'information, sa compréhension, son utilisation. Vous voyez. Donc ça peut être très, très performant, je pense. Docteur Garret, vous pensez quoi, vous, des nudges ? Je rejoins mes collègues. C'est vrai que c'est un outil qui peut fonctionner. Un autre exemple que j'ai vu récemment, c'est sur des escalators où on met une limite la partie droite, la partie gauche, comme ça se fait d'ailleurs instinctivement dans le métro à Paris. Parfois, on se met à droite pour laisser passer les pressés à gauche. Et donc là, c'est l'incitation à gauche à faire de l'activité physique et à droite à rester tranquille. Et donc c'est vrai que quand on est face à ça, on se dit je vais faire partie de ceux qui font un peu d'activité et je vais monter dans le couloir de gauche. Et donc je trouve que ce type, c'est des petites choses. Évidemment, ça suffit pas. On en a parlé. Il faut une approche systémique, mais c'est des petites choses qui peuvent quand même accompagner et faire le petit coup de pouce. Alors quand on a préparé ce débat, je vous ai posé une question, docteur Garret. Je vous ai demandé, selon vous, sur quel point il faudrait vraiment travailler, quel devrait être le premier facteur de prévention. Je pensais que vous alliez me parler de l'exercice physique, du tabac, de l'alimentation, et vous m'avez répondu la santé mentale. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Comme si finalement toutes les conduites à risque, toutes les négligences ne seraient que le symptôme d'une souffrance qui serait psychique dans le cerveau. C'est pour vous le cœur du problème. Alors, pas que. Mais oui. En partie. Et si on prend la problématique des addictions et de l'alcool, imaginez qu'on puisse résoudre les problèmes d'alcoolisme et d'addiction avec juste l'information, comme on en a parlé. C'est complètement oublier toute la part santé mentale, psychologique qu'il y a derrière les addictions. D'ailleurs, les problèmes de surpoids et d'obésité, on est aussi sur des problématiques souvent d'addiction au sucre, voilà. Ou de souffrance. Ou de souffrance, voilà. Et oui. Donc, finalement, la santé mentale, c'est aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est considéré comme un champ de la prévention primaire. Prendre soin de sa santé mentale, on voit que les chiffres sont alarmants, la santé mentale se dégrade, particulièrement chez nos jeunes. Et 40% donc, de dépression chez les étudiants. Voilà, c'est le chiffre qui vient de tomber là, récemment, 40%. Et donc, je pense qu'on ne peut pas prendre le problème de la prévention uniquement sur les habitudes de vie, l'activité physique, mieux manger, sans prendre en compte tout cet aspect de souffrance psychique et la santé mentale. Et donc, pour moi, ça devrait être en tout cas un des piliers de la prévention et ça ne doit pas être délaissé, sinon on sera inefficace. J'avais encore 1000 autres questions, mais je crois qu'on va donner la parole à la salle. Absolument, Nicolas. Merci beaucoup parce que je pense que vous devez aussi avoir des questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'en avais peut-être une, si vous me le permettez, parce que vous l'avez un petit peu abordé l'une et l'autre. C'est la question des inégalités sociales de santé. Est-ce qu'il faut actionner les mêmes leviers ? Parce que ça aussi, c'est une vraie problématique avec des personnes en précarité qui peuvent se dire, la santé, oui, auquel vous n'avez peut-être pas accès. Ça viendra. En plus, il y a tout le phénomène de renoncement aux soins et donc la santé qui arrive très très loin dans les préoccupations de ces profils, de ces personnes. Alors justement, professeur Pradier, peut-être vous pouvez répondre à cette première question, ou Marie-Ève. Non, mais c'est vraiment ce que vous soulignez là, un problème extrêmement important, parce que c'est ça le fond de la question aussi. C'est qu'on sait maintenant, très clairement, c'est très très bien établi, que c'est dans les milieux socialement les plus défavorisés qu'on a les plus grands problèmes de santé. On parlait d'obésité, c'est dans les milieux les plus précaires qu'on va trouver paradoxalement le plus grand nombre d'obèses. Et sur la ville de Nice, on a un travail qui est en cours, à travers un programme qui s'appelle Amstramgram, c'est un programme de prévention de l'obésité infantile. On a 2 quartiers pilotes, qui sont 2 quartiers politiques de la ville, donc précaires, dans lesquels on a des taux d'obésité qui sont infantiles, qui sont de l'ordre de 20%. Donc c'est totalement anormal. Et donc c'est ça, c'est très important ça, de savoir ça, parce qu'on parle d'information. J'essaie de faire très court, mais on parle d'information, de changement de comportement, mais il faut savoir que les changements de comportement, ils sont sous-tendus par le milieu dans lequel on vit. C'est-à-dire que si on vous dit aux personnes, faites de l'activité physique, encore faut-il qu'à côté de chez eux, ils aient des infrastructures qui leur permettent de faire de l'activité physique. On leur dit, sortez marcher dans la rue, mais si la rue est pas sécurisée, s'ils ont peur, donc ils vont pas sortir. Vous voyez, donc il faut que l'environnement de vie soit en phase avec les messages qu'on essaie de donner sur les comportements. Voilà, donc les égalités sociales de santé, on appelle ça le déterminant des déterminants, c'est vraiment celui sur lequel il faut aller regarder, parce que c'est justement dans les endroits les plus défavorisés que les gens cumulent
tous les facteurs de risque de maladie. Donc Merci c'est très beaucoup. important de l'avoir en tête. Merci beaucoup, professeur. Nous allons prendre une question. On vous écoute, monsieur. Bonjour à tous, merci beaucoup. Le nudge, c'est une notion, je crois qu'en français, on l'a traduit par paternalisme libéral. Et moi, elle fait beaucoup écho parce que je me pose souvent la question de savoir comment vous appréhendez ça. Comme vous voyez, vous parliez d'éthique, de bienveillance, de manipulation, d'infantilisation. Et est-ce qu'on a des preuves que ça donne plus de résultats qu'une obligation avec sanction, qu'une éducation par l'information ? Comment ça se passe ça ? Et moralement, comment on s'en arrange du fait d'inciter les gens et en fait de les manipuler en permanence pour leur propre bien ? C'est pas naïf, hein, mais... Merci. Marie-Ève Laporte, quelques précisions. Question pour vous. Oui, alors effectivement, c'est traduit par paternaliste libertarien, très exactement. C'est comme ça que tout à l'heure, vous l'appelez le bouquin, et leur éditeur leur a dit que ça allait pas être super vendeur, donc ils ont appelé ça nudge. Mais en fait, ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez juste avant, parce qu'en fait, il y a un nudge qui est très connu, qui est le fait de mettre des fruits et légumes au départ, à l'entrée en fait dans les cantines scolaires. Et c'est démontré, et c'est justement un des points faciles, qui fait que le nudge a du succès, c'est facile à mesurer. Donc on peut mesurer que quand on fait ça, les enfants vont manger plus de fruits et légumes que si on les met où ils sont habituellement, par exemple les fruits à la fin avec les autres desserts. Et donc ce que disent Thaler et Sunstein, ils disent ok, maintenant on le sait. Alors est-ce qu'on va dire au nom de la liberté, du coup on le fait pas ? Mais si on le fait pas, en fait, c'est pas éthique pour les enfants qui n'ont pas l'info, et particulièrement pour les enfants défavorisés. Donc c'est pour ça, en fait, ça soulève énormément de débats, notamment aux États-Unis, d'où ça vient, parce que là, vous avez les républicains et les démocrates qui s'affrontent là-dessus, et d'où le mot paternaliste libertarien, c'est pour plaire aux deux, en fait, quelque part, et dire qu'ils réunissent les deux. Mais les questions éthiques derrière, elles sont abyssales, parce que qui décide du bon comportement ? Ça, c'est une vraie question. Qui contrôle qu'au nom du nudge, on ne va pas faire adopter un comportement qui va être bénéfique à certains et pas à d'autres ? Il y a d'énormes questions derrière. Question du contrôle des esprits. Merci beaucoup. Une question, là-haut, on vous écoute, madame. Oui, bonjour. Alors, moi, j'étais psychiatre et je voyais beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Au départ, je voyais les jeunes filles qui vomissaient, semi-anorexiques, avec des crises de boulimie. Bon, j'ai compris, je suis pas une psychiatre très psychanalytique, donc il fallait faire de la nutrition. Je me défiais, je voulais pas voir les gens qui étaient en surpoids, qui avaient des compulsions alimentaires. Mais à la fin, j'avais compris, on m'a expliqué que quelquefois la résistance à l'insuline induisait ce type de comportement. Donc la résistance à l'insuline, ça m'a beaucoup intéressée. Votre question, s'il vous plaît. Oui, j'y viens. J'ai pas une question, c'est un commentaire que j'ai. C'est que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait à tout prix prévenir. Et à ce moment-là, on aurait beaucoup moins de conduite d'addiction, parce que moi, ces patientes-là, je les traitais en leur indiquant de manger moins de sucre. C'était hyper simple. Et il y a plein de choses simples qu'il faut faire. De même que pour les enfants, s'il y a quelque chose à leur dire, et quelque chose qui est parlant émotionnellement, c'est vous êtes constitué de vous, puis vous êtes constitué de microbes. Le microbiote, et puis les mitochondries. Et si vous ne soignez pas ces ancêtres minuscules, si vous ne leur donnez pas à manger des fibres, vous allez tomber malade. Donc il y a des choses très simples, à mon avis, à faire. L'autre chose, excusez-moi, mais c'est de mettre d'autres normes que celles qu'on met pour les triglycérides, pour la latte, quand est-ce qu'il y a un foie gras. On met d'autres normes, on change tout, comme on a fait pour la tension artérielle. Merci. Une réaction, professeur Pradier, à ce que votre consoeur psychiatre vient de dire ? Non, je ne saurais pas trop quoi dire à ça. Les choses simples, c'est pas si simple. En fait, en prévention, c'est ça qui est peut-être un message à faire passer, c'est que c'est pas simple. En fait, la prévention, là, on parlait du tabagisme avec les médecins. Voilà, et pourquoi alors qu'ils ont toute l'information, ils continuent à fumer, enfin certains continuent à fumer, ben c'est que c'est plutôt des phénomènes complexes. Il y a beaucoup de facteurs qui sont intriqués, et donc il ne faut pas croire qu'on va pouvoir avoir une action en faisant des choses très simples. Ce que disait le docteur Garay, si c'était simple, on le saurait. C'est ça, absolument. c'est ça. On espère que ce débat aura en tout cas apporté quelques petites Tout pistes. à fait, mais je pense que oui. D'ailleurs, on vous applaudit, on vous remercie très chaleureusement pour toutes ces informations et ces messages.
Et nous nous retrouvons donc dans quelques minutes pour un dialogue assez exceptionnel donc entre Lionel Nakache et Franz-Olivier Gisbert. Et avant cela, nous aurons donc l'inauguration de cette 9e édition de Neuroplanète par Christian Estrosi, donc maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc à tout de suite. Merci beaucoup à vous.